L'actualité politique ivoirienne a été marquée ces dernières semaines par beaucoup de rebondissements, des alliances politiques qui se créent en vue de 2020, la rencontre entre deux anciens chefs d'État à Bruxelles, la célébration de la fête de l'indépendance marquant les 59 ans de la Côte d'Ivoire et bien entendu la réforme de la commission électorale indépendante CEI. Tous ces sujets, nous allons les égrener tout à l'heure, mais je rejoins sur ce plateau une personnalité politique, mais également religieuse. Je reçois M. Théophile Soko au hasard. Voilà, il est le président de la 4e voie, la voie des 100 voix. Chers téléspectateurs de la chaîne panafricaine Afrique Média, bonjour. Bienvenue à notre émission. Bonjour M. Théophile. Bonjour cher ami. Ma première question est celle-ci. Comment vous vous sentez ou comment vous vous portez dans toute cette grisaille politique ivoirienne aujourd'hui? Nous nous portons merveilleusement bien. Il faut dire que la grisaille politique ivoirienne ces jours-ci nous atteste que nous avons bien fait de mettre en place cette organisation citoyenne dénommée la 4e voie, la voie des 100 voix, qui est une organisation qui diffère totalement de ces 3 grandes organisations qui ont déjà exercé le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire et qui n'ont pas pris en compte la justice sociale comme point focal. Parce que nous estimons que toute politique gouvernementale, tout projet de société doit avoir pour fondement, pour repère, pour base l'individu et les citoyens. Et cela a été délaissé par toutes ces organisations-là. C'est pourquoi tous les 100 voix en Côte d'Ivoire se sont mis ensemble pour créer la 4e voie, qui est la 4e alternative après les 3 organisations qui ont exercé le pouvoir d'État, pour défendre valablement tous les citoyens ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, quelles que soient leurs ethnies, quel que soit leur bord religieux, quelles que soient leurs aspirations intellectuelles, quel que soit leur état d'esprit. Mais le plus important pour nous au niveau de la 4e voie, la voie des 100 voix, c'est la justice sociale pour l'épanouissement, pour la prospérité de chaque citoyen ivoirien. C'est clair et vous avez plus ou moins défini votre mouvement. La question que je serais tenté de vous poser et que nos téléspectateurs également se posent, est-ce que la 4e voie est un parti politique, un mouvement ou c'est quoi juste la 4e voie? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les appellations, les définitions, la catégorisation des organisations, ce n'est pas l'élément le plus important pour nous. Parce qu'un parti politique vise la cession du pouvoir, un mouvement peut accéder au pouvoir, une personnalité civile de la société civile peut avoir accès au pouvoir. Et comme vous savez, dans toutes les constitutions du monde, nulle part il n'est écrit que pour accéder au pouvoir d'État, il faut avoir une organisation politique. Alors la 4e voie, la voie des 100 voix, est une organisation citoyenne, comme je l'ai dit tantôt, qui défend le citoyen, quel que soit son bord politique, quelle que soit sa situation religieuse et autres. Et donc au sein de la 4e voie, vous retrouvez tous les citoyens qui se reconnaissent aux idéaux de la 4e voie. Donc il y a certaines organisations politiques que vous allez retrouver au sein de la 4e voie, il y a des organisations de la société civile et il y a beaucoup de citoyens et de citoyennes ivoiriennes qui sont au sein de la 4e voie. Donc la 4e voie est un carrefour de tous ceux qui ont plus confiance à ce qui lui a été toujours proposé. La 4e voie reçoit avec elle tous les opprimés, tous les défavorisés, tous les oubliés de la République, tous les abandonnés de la République. Et à ceux qui croient à une justice sociale, c'est tous ceux-là qui sont au sein de la 4e voie. Voie des 100 voix, vous l'avez dit. Et si votre mouvement regroupe toutes ces... est un creuset, je veux dire, de toutes les idéologies. Oui, effectivement. Donc, où on peut vous situer exactement de manière idéologique en tant que mouvement? Alors, en termes d'idéologie, nous sommes les défenseurs du citoyen. Nous sommes les défenseurs du bien-être des citoyens et des citoyennes. Nous sommes les défenseurs du progrès de chaque citoyen. Nous avons 2 fondements au sein de la 4e voie, 2 principes comme fondement. Le premier principe est le suivant, afin que chacun de nous soit une source de production de richesse collective et individuelle. C'est ce premier principe-là qui nous guide. Et le deuxième principe, c'est que nous sommes des adeptes de la gestion participative et collective. Et donc nous sommes également, troisièmement, des libres penseurs. Nous ne sommes pas des personnes embrigandées dans un carcan, dans une association, où lorsque le président a parlé, le chef a parlé, ou lorsque le bureau politique a décidé, ou lorsque une instance a décidé, qu'on n'ait plus rien à dire. Nous sommes des libres penseurs, nous voulons donner notre avis librement, de manière intellectuelle, de manière sincère. Donc tous ceux qui se reconnaissent dans ces 3 théories, je peux appeler ça des théories, des théorèmes, des principes,
Voilà, ce sont nos points focaux. Et tous ceux qui se reconnaissent en cela adhèrent massivement à la 4e voie et actuellement nous continuons de recevoir beaucoup d'adhérents. Vous recevez beaucoup d'adhérents et cette chute me permet de vous poser la question à savoir, est-ce que votre mouvement est national ou il est basé uniquement sur Abidjan? Notre organisation est une organisation et non mouvement. Alors notre organisation est bien implantée. C'est une organisation. Voilà, notre organisation est bien implantée dans le district d'Abidjan. Okay. Nous couvrons toutes les régions de Côte d'Ivoire. Nous avons des représentants hors de Côte d'Ivoire dans certains autres pays. Nous avons des représentants en Europe. Et nous sommes en train de travailler pour être représentants en Afrique, en Amérique. Alors le plus important pour nous, les citoyens ivoiriens qui se trouvent en France, tous les problèmes qui vivent en France avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en France qui est censée défendre les intérêts des Ivoiriens en France, la 4e voie joue le rôle de porte-voix pour dénoncer, critiquer, pour que les situations changent. Parce que récemment, je suis allé en France, mais vous allez voir que l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, c'était pratiquement un petit marché. Des choses qui ne sont vraiment pas agréables à voir. Donc il faut dénoncer. Donc c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux que les porte-voix sont et nous travaillons. On appelle à tous ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui souhaiteraient représenter la 4e voie. Vous allez regarder la caméra et là lancer votre appel. Oui, je voulais dire à toutes les Ivoiriennes, à tous les Ivoiriens, à tous les citoyens et à toutes les citoyennes, là où ils sont, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit hors de Côte d'Ivoire, quel que soit le pays où ils sont, à partir du moment où vous avez la citoyenneté ivoirienne, à partir du moment où vous avez le droit de vote pour changer les choses en Côte d'Ivoire, à partir du moment où vous vivez une situation défavorable, une injustice, vous êtes oublié, vous êtes abandonné, votre partenaire essentiel, c'est la 4e voie, la voie des sans-voix. Donc nous lançons effectivement cet appel à tous ces Ivoiriens, à toutes ces Ivoiriennes d'adhérer massivement à la 4e voie pour qu'ensemble, nous construisons une masse critique, une force critique pour changer les donnes et qu'on laisse un peu nos carcans politiques parce que quand nous prenons le bilan de la Côte d'Ivoire, après l'ère Houphouët-Boigny, les carcans politiques nous ont apporté que désolation, tristesse, guerre, meurtre, crise à répétition et le pays a connu un retard énorme. Aujourd'hui, pour apporter le bien-être aux Ivoiriens, on n'a pas besoin d'apporter forcément. Nous tout à l'heure concernant la situation socio-politique du pays. Lors de votre dernière conférence presse, un débat public, vous avez annoncé une vaste tournée de votre organisation. Quel est l'objectif de cette tournée? La 4e voie se donner pour mission de porter la voix des citoyens, quelle que soit leur appartenance religieuse, quelle que soit leur ethnie, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Donc à partir de ce moment, lors de notre sortie sociale, c'était pour déjà annoncer les couleurs d'une campagne massive pour dénoncer, pour critiquer et pour attirer l'attention des uns et des autres. Et donc à partir de ce moment, nous avons fait venir seulement à cette sortie sociale-là que nos délégués à l'intérieur du pays. Maintenant, il nous appartient d'aller vers eux. Donc nous lançons une série de meetings dans tout le district d'Abidjan à partir de ce mois d'août. Pendant que nous serons en train de travailler sur le district d'Abidjan de manière en simultané dans les régions du pays, que ce soit dans le nord, de l'est, de l'ouest, du centre, on aura également des meetings à travers toute la Côte d'Ivoire pour amener les Ivoiriens et les Ivoiriens à adhérer non seulement massivement à la 4e voie, mais ce sera également des cérémonies d'investiture de nos délégations régionales, nos délégations départementales, nos délégations communales, nos délégations dans les sous-préfectures. Et ceux-ci après auront pour mission d'investir les délégués jusqu'en dans les villages et dans les campements. Pour en fait permettre de créer la masse critique, travailler, mobiliser, sensibiliser pour que nous puissions créer cette masse critique qui va apporter le changement au niveau social ici en Côte d'Ivoire. Vous utilisez des mots qui sont forts, dénoncer, critiquer, meeting, et votre organisation est c'est une organisation qui va drainer du monde. Est-ce que vous n'avez pas peur pour votre vie? Mais pour la Côte d'Ivoire, il y a des sacrifices à faire et un prix à payer. La Côte d'Ivoire traverse des situations difficiles depuis plusieurs décennies. Donc il est important qu'à un moment donné, il faut qu'on dise ça suffit. Il est important qu'à un moment donné que cela s'arrête. Et cela ne peut pas s'arrêter avec les discours dans nos salons, les discours dans nos cabarets, mais cela va s'arrêter lorsque des Ivoiriens et des Ivoiriens vont se mettre ensemble pour apporter le changement. Donc il est important de créer cette masse populaire-là
pour apporter ce changement-là, pour que la justice sociale soit une réalité en Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui ont été oubliés par la République, ceux qui ont été les défavorisés de la République, puissent retrouver encore une fois de plus le sourire. Donc voici un peu ce que je voulais dire. Et donc les tournées vont se faire dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Avec vous, nous allons évoquer la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on sait plus ou moins ce nouveau visage qui est dessiné, des anciens alliés qui se font la guerre aujourd'hui, la réforme de la CEI et plusieurs autres choses. Vous, quelle est votre analyse aujourd'hui sur la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire? Je voulais dire simplement que depuis la disparition de Houphouët-Boigny, nous assistons à l'échec de tous les héritiers de Houphouët-Boigny. Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara était son premier ministre, donc son héritier. Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié était son défunt constitutionnel, donc son héritier. Le défunt, le général Guy Robert, qui était son chef d'état-major, aussi faisait partie des héritiers. Et le président Laurent Gbagbo était son principal opposant. Donc pour moi, pour nous, au sein de la 4e voie, les 4 là sont des héritiers de Houphouët-Boigny. Et l'échec que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'échec de ces héritiers de Houphouët-Boigny. Leur mésentente, leur incapacité à s'accorder sur la prise de pouvoir de manière pacifique, de manière démocratique, a apporté à Côte d'Ivoire le chaos et la désolation. Et c'est malheureusement à cette même situation que nous sommes en train d'assister. Et comme nous l'avons déjà dénoncé, les conflits et les crises armées, la violence en politique en Côte d'Ivoire vient de ces 4 héritiers de Houphouët-Boigny. Parce qu'ils ont déjà nous ont apporté en 1990-95 le boycott actif, prôné par le RDR et le FPI. En 2000, nous avons connu encore une autre crise avec le général Guy Robert, sans compter qu'en 1999, on a eu un coup d'État. Donc les crises se sont succédées. En 2001, tentative de coup d'État. 2002, une rébellion armée qui fait l'entrée fracassante de Guillaume Soro dans la violence en Côte d'Ivoire. De 2002 à 2010, pendant la rébellion armée, c'était une somme de violence. Vous savez. Et aux élections de 2010-2011 encore, c'était encore le chaos. Quand on regardait tous les acteurs de ce chaos-là, ce sont les mêmes héritiers de Houphouët-Boigny. Et actuellement, le jeu politique en Côte d'Ivoire est encore dirigé par ces héritiers de Houphouët-Boigny. Et donc, nous avons peur. Et donc, le fait qu'ils se rencontrent entre eux, ça nous montre encore qu'il y a une situation de chaos qui se prépare, parce qu'ils nous ont habitués au chaos. Ils nous ont habitués au coup d'État, ils nous ont habitués au boycott actif, ils nous ont habitués aux rébellions armées, ils nous ont habitués aux élections avec des violences, avec des morts, avec des guerres. Il faut que cela prenne fin. Donc je pense qu'il faut, dès maintenant, que les Ivoiriens et les Ivoiriennes commencent à amener ces 4 héritiers de Houphouët-Boigny à une vraie retraite. Monsieur le Président, oui. Votre organisation est pour que Bédié, Gbagbo, Soro et Alassane Ouattara prennent leur retraite. Est-ce que vous y croyez concrètement? Il faut souvent être juste. Et juste dans le sens que la Côte d'Ivoire, en 2000, a eu une constitution. La constitution donnait une limitation d'âge pour être président de la République. Et cette limitation d'âge a été sautée dans une nouvelle constitution. Ce qui veut dire que, de manière juridique, en première constitution, la constitution de 2000 déjà annonçait leur retraite politique. Et c'est des arrangements juridico-politiques qui les remet en scène. Et ça, c'est une injustice. Ce n'est pas normal. Il arrive souvent qu'on soit obligé de lutter contre la force injuste de la loi. Et donc, il faut que nous bataillions fort pour que cette force injuste de la loi, par ces arrangements, pour que ces mêmes acteurs soient encore en scène, il faut que cela soit annulé. Et donc, il est important qu'ils prennent leur retraite pour que de nouvelles générations puissent apporter un plus à la Côte d'Ivoire. Vous le savez, de manière scientifique, cela est démontré. À partir d'un certain âge, on commence à perdre certaines facultés. La médecine le démontre très bien. Lors de son dernier discours, je crois, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a dit que ses médecins lui avaient attesté qu'il était en pleine forme. Oui, bien sûr. Tout ceci, je veux dire, quand on scrute les différents discours de part et d'autre, que ce soit du côté de Bédié, Soro, Gbagbo et Alassane Ouattara, il y a plus ou moins une volonté d'être candidat en 2020. Oui, la volonté pour le président Alassane Ouattara d'être candidat s'est révélée à partir du moment où il a désiré changer la constitution. Donc depuis 2016, pour nous qui sommes avertis,
Nous savons déjà que le président Alassane Ouattara est en train de préparer la possibilité d'être candidat. Sinon, il aurait fallu qu'il laisse la précédente constitution. Donc ça, ce n'est pas un fait nouveau pour nous. Mais nous disons que, il le sait bien, et tous les acteurs le savent, qu'à partir d'un certain âge, au niveau des capacités intellectuelles, des capacités physiques, il y a une régression. Ça, c'est un fait. Comment comprendre que dans des pays dits développés, des pays dits émergents que nous poursuivons, regardons ensemble les tranches d'âge de ceux qui dirigent les nations et puis regardez les tranches d'âge de ceux qui dirigent les nations africaines. Il y a quelque chose qui ne va pas. À partir du moment où nous voulons être émergents, il y a certaines attitudes des pays dits émergents que nous devons adopter. Donc, notamment, l'âge est très important dans le choix des candidats. Et donc, il ne sait pas, ce que je vois dans cela, c'est que c'est comme si les héritiers de Houphouët-Boigny se donnent un dernier match définitif pour apporter le chaos en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous refusons. Parce que le schéma qui se met en place, c'est le schéma d'un dernier chaos. Et donc, nous avons peur pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Nous avons peur pour les sans-voix. Parce que quand le chaos arrive, les leaders ne sont jamais touchés. En 99, 95, le boycott actif n'ont pas été touchés. Au cours de temps, en 99, ils n'ont pas été touchés. La crise de 2000, ils n'ont pas été touchés. La rébellion de 2002 à 2010, ils n'ont pas été touchés. La crise post-électorale de 2010-2011, ils n'ont pas été touchés. Et donc, le prochain chaos qui arrive, ils ne seront pas encore touchés. Et ce sont les citoyens et les citoyennes qui vont encore périr. C'est pour cela qu'il est important qu'ils prennent leur retraite et qu'ils laissent l'opportunité à une nouvelle génération d'apporter leur pied à l'édifice. Ce ne sont pas les seuls capables d'apporter un plus à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est riche en matière grise, est riche en intellectuel, riche en capacité, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, il y a toutes les capacités. Donc il ne faudrait pas que ces héritiers de Houphouët-Boigny embrigadent le pouvoir ivoirien pour que les Ivoiriens soient obligés de voir que ce même visage. C'est ce qu'on a reproché au Houphouët-Boigny lui-même, qui pendant 30 ans était le seul visage qu'on voyait. Maintenant, après Houphouët-Boigny, ce sont ces mêmes visages-là qu'on voit depuis toujours. Et nous pensons qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Quand on met la limitation des mandats, c'est pour donner à d'autres intelligences d'apporter d'autres stratégies, d'autres méthodes pour un meilleur du pays. Donc c'est important de revenir à l'esprit de la Constitution de 2000, à l'esprit de la limitation des mandats, revenir à l'esprit de la limitation d'âge, parce que c'est d'abord l'esprit avant la lettre. La CEI qui a été promulguée, la loi sur la CEI, il faut craindre pour 2020, vous l'avez dit. Et une petite question certainement indiscrète, est-ce que votre organisation, la Voix des Sans-Voix, la quatrième voie, aura un candidat en 2020? Au niveau de la quatrième voie, nous avons un cahier des charges au niveau de tous les problèmes sociaux des Ivoiriens. Nous avons par exemple les planteurs, les paysans qui constituent la grande majorité de la main-d'œuvre en Côte d'Ivoire et qui soutiennent l'économie ivoirienne. Ces paysans qui n'ont ni de retraite, ni de couverture maladie. Et donc nous avons un cahier des charges. Et nous sommes prêts à soutenir tout candidat qui est prêt à mettre en application notre cahier des charges. Donc la quatrième voie en tant que telle soutiendra le candidat avec lequel tomberons d'accord sur notre cahier des charges. Mais si nous ne trouvons pas de candidat qui peut défendre notre cahier des charges, qui peut s'engager avec nous, nous verrons en notre sein un candidat qui va porter la voix des sans-voix. La Côte d'Ivoire a célébré ses 59 ans d'indépendance le 7 août dernier. Et lors de cet événement, nous avons assisté à un discours du chef de l'État. Nous allons revenir sur ce discours-là. Quel décryptage faites-vous dans son ensemble du discours du président de la République? Comme je l'ai déjà dit, le président Alassane Ouattara est un très bon communicateur. C'est un excellent communicateur. Et donc, pour ceux qui ne sont pas communicateurs, quand un très bon communicateur expose, lorsqu'il s'exprime, ils n'ont pas la capacité de lire entre les lignes et de pouvoir diagnostiquer ce qui a été dit. Alors, nous avons pris la peine d'écouter le président de la République et il a dit beaucoup de choses. Mais entre-temps, nous voulons mettre au devant du président de la République certains éléments de ce qu'il a dit. Il a dit par exemple que ce qu'il a fait en 8 ans est au-delà de ce qui a été fait en 50 ans. C'est une manière de voir. Nous respectons sa manière de voir.
Mais à notre avis, quand on prend le nombre de kilomètres de bitume réalisé par Félix Houphouët-Boigny par rapport à ce que le président Alassane Ouattara a réalisé, il est largement en dessous. Quand nous regardons la situation sociale, c'est une situation sociale qu'on n'a jamais vue ailleurs. C'est sous le président Alassane Ouattara qu'un chef d'État, parce que la fonction de chef d'État est une fonction sacrée. Même lorsqu'on n'est plus chef d'État, dans notre système francophone, on appelle tout monsieur le président. C'est sous le président Alassane Ouattara qu'un président de la République est en prison. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. C'est sous le président Alassane Ouattara qu'un chef d'État est mis dans les prisons hors de Côte d'Ivoire, atteinte encore à notre souveraineté. C'est sous le président Alassane Ouattara que des ministres de la République se retrouvent en exil, meurent en exil par manque de moyens. C'est sous le président Alassane Ouattara que des comptes sont gelés. C'est sous le président Alassane Ouattara que jusqu'à aujourd'hui, de nombreux militaires croupissent dans les prisons, juste pour une prise post-électorale. Mais pendant ce temps, on a une rébellion armée de 2002 à 2008. Aucun de ces militaires, aucun de ces soldats de cette rébellion armée n'est dans les prisons. C'est sous le président Alassane Ouattara encore que nous avons les enfants microbes qui ont été protégés, on les a redéfinis et rebaptisés les enfants en conflit avec la loi. C'est sous le président Alassane Ouattara que le taux de chômage aujourd'hui est pratiquement à 50%. C'est sous le président Alassane Ouattara que le taux de pauvreté est à 42%. C'est sous le président Alassane Ouattara que nous avons battu le record de l'endettement. Alors en tant que financier, pour lui qui est économiste, en tant que financier, les signaux pour moi sont au rouge. Les ministres sous le régime du président Gbagbo sont en exil, ceux qui étaient à Abidjan, en Côte d'Ivoire, étaient en prison, la première dame était en prison. Donc effectivement, on n'a pas de problème parce que pour lui, le président Gbagbo a été neutralisé. Aujourd'hui, il y a un souci parce que hier, le président Henri Konan Bédié était sous son coude, sous son autorité. Maintenant que le président Henri Konan Bédié a pris son autonomie vis-à-vis du président Alassane Ouattara, c'est tout à fait évident qu'ils disent qu'il y a un problème avec lui. Donc voici un peu comment nous percevons cette déclaration du président de la République. Voilà. Monsieur Théophile, nous tendons vers la fin de notre émission. Oui. Voilà, on va revenir sur les activités de votre organisation. Vous comptez étendre vos différentes bases partout sur le territoire national. On va revenir en quelques mots sur les différentes tournées que vous allez entreprendre sur l'étendue du territoire national. Je ne peux que dire merci à nos amis et frères de Afrique Média pour cette opportunité qu'ils nous donnent de parler de la quatrième voie, la voie des sans-voix, de parler de nos idéaux. Et nous continuons ce travail-là sur le terrain parce que vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire souffre. La Côte d'Ivoire est malade. Ça ne va pas en Côte d'Ivoire sur le plan social. Nos hôpitaux sont devenus des mouroirs. Ceux qui produisent la matière première, le cacao, le café, le caoutchouc, les VA sont abandonnés par la République. Les prix des matières premières ont chuté. Ils n'ont pas d'assurance maladie, ils n'ont pas de retraite. Or, c'est avec leurs revenus que les fonctionnaires sont payés. Le secteur informel s'est tellement développé aujourd'hui, mais ils ne sont pas pris en compte dans les calculs macroéconomiques. Ils sont oubliés carrément dans le système financier ivoirien, dans le système économique. Mais d'une manière générale, la Côte d'Ivoire souffre. Il y a beaucoup de mines d'or à gauche, à droite. On a des forêts classées qui sont utilisées par des non-nationaux. On a des hommes armés à gauche, à droite, dans les forêts classées. Et cela fait peur. Cette bombe que la Côte d'Ivoire est, ce volcan dormant que la Côte d'Ivoire est, inquiète les uns et les autres. Il est important pour la quatrième voie, la voie des sans-voix, de parcourir la Côte d'Ivoire, dans les hameaux, dans les villages, dans les campements, pour informer. C'est pour cela que la direction de la quatrième voie, le secrétariat général de Côte d'Ivoire, à partir de ce mois d'août, se met en mission pour implanter, pour investir les délégations régionales, les délégations départementales, les délégations dans les communes, dans les sous-préfectures et dans les villages, et pour faire des meetings, pour dénoncer, pour sensibiliser. Et donc nous lançons un appel à tous les Ivoiriens, à tous les Ivoiriens de recevoir toutes les délégations de la quatrième voie qui arrivent. Il faut qu'ensemble nous créions cette masse critique pour apporter le changement pour la justice sociale. Le plus important au sein de la quatrième voie, c'est la justice sociale. Lorsqu'on nous parle d'une croissance économique qui produit de la richesse, il faut que la richesse soit équitablement répartie, mais qu'on quitte le rattrapage ethnique, qu'on quitte un clan qui dirige en faveur d'un autre clan. Et c'est pour cela que je me pose encore la question, que quelqu'un qui a écrit un livre, pourquoi je suis devenu rebelle, mais on a encore les mêmes causes aujourd'hui, mais il n'y a pas de rébellion.
Et donc, je voulais dire aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, que la quatrième voie, la voie des sans voix, est votre alternative. C'est cette voie-là qui a en son sein toutes les sensibilités politiques, tous les Ivoiriens de toutes les religions, de toutes les contrées, les Ivoiriens de l'extérieur, de la diaspora, tous ceux-là sont conviés à être membres de la quatrième voie pour que nous formons cette masse critique, pour qu'au soir des élections en 2020, qu'il y ait le changement pour une justice sociale. Nous l'avons déjà dit, nous ne sommes pas candidats, mais nous allons soutenir le candidat qui allait respecter le cahier des charges de la justice sociale. À partir du moment où nous aurons ce candidat qui va respecter, nous tiendrons les Ivoiriens et les Ivoiriennes informés. Mais au cas où on n'a personne, un porteur de voix défendra la justice sociale pour une Côte d'Ivoire plus juste et plus équilibrée. Je voulais dire merci encore une fois de plus à tous nos amis d'Afrique Média, à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Je bénis Dieu pour Afrique Média. Je vous ai dit tantôt que je suis un croyant chrétien. Et donc, en ma qualité de croyant chrétien, je prie Dieu que Afrique Média puisse encore aller plus loin. Je voulais dire à tous les porteurs de voix, à tous ceux qui souffrent, ne perdez pas espoir, mais un temps nouveau arrive, une saison nouvelle arrive, où la Côte d'Ivoire va entrer dans un temps de prospérité, un temps d'abondance, parce qu'au soir de 2020, M. Alassane Ouattara sera plus président de la République de Côte d'Ivoire. On rentrera dans une nouvelle saison, d'un nouveau temps, dans un air nouveau. Soyez salués, je vous remercie. Soyez tous bénis.